L'histoire est parvenue aux journalistes par le biais de bribes de rapports de police, de témoignages et de documents provenant d'une organisation locale de défense des droits de l'homme au Maroc. Les preuves recueillies racontent comment une jeune fille a été forcée de se marier avec un homme puissant et est morte dans des circonstances tragiques à l'âge de 22 ans. Safia serait née vers l'an 2002 dans la banlieue de Marrakech. Le lieu exact de sa naissance n'est pas précisément documenté. La famille vivait dans une modeste maison à la périphérie, dans un quartier où les rues étaient étroites et les cours partagées par plusieurs ménages. Les parents de Safia, Yassine et Naila El Hadi avaient 3 autres enfants. Safia était la plus jeune. Dans sa petite enfance, on l'appelait le Petit Soleil, en raison de son sourire franc et de sa gaieté. La famille El Hadi n'était ni riche ni pauvre. Son père travaillait comme mécanicien automobile dans un atelier local et sa mère vendait des légumes au marché de la ville. Au début, la vie s'est déroulée comme d'habitude. Safia jouait avec les enfants du quartier, aidait sa mère au marché et apprenait à lire le Coran à l'école de la mosquée locale. Beaucoup de gens se souviennent d'elle comme d'une fille calme et appliquée, qui respectait ses aînés et souhaitait sincèrement se lier d'amitié avec les autres. À l'âge de 10 ans, Safia lisait déjà l'arabe mieux que certains de ses camarades. Les enseignants ont reconnu sa curiosité et ont essayé de persuader ses parents de poursuivre ses études. Cependant, de nombreux habitants du quartier étaient convaincus que les compétences les plus simples suffisaient à une fille et que le reste ne serait pas utile au moment du mariage. Un jour, alors que Safia avait environ 13 ans, des étrangers, des membres de la famille et des connaissances de son père, dont des personnes circulant dans des voitures de luxe, sont venus chez eux. Tout le monde parlait de l'avenir de Safia et du fait qu'elle devrait être utile à la famille. La jeune fille a remarqué que sa mère devenait nerveuse et évitait de la regarder dans les yeux. Bientôt, on apprend que son père va marier Safia. Sous prétexte de rendre visite à des grands-tantes, ses parents l'ont emmenée dans une province voisine, où elle a rencontré un certain Rachid Belhadi, un homme d'une trentaine d'années, voire plus, issu d'une famille influente et respectée. Il serait grossiste en huile d'olive et aurait sa propre entreprise à Casablanca. Il aurait des relations au sein de la municipalité et parmi les fonctionnaires du ministère du Commerce. Safia n'a pas compris ce qui se passait. Rachid parlait à son père et aux autres hommes, tandis qu'on lui demandait de s'asseoir tranquillement sur le canapé. Personne ne lui a demandé si elle voulait se marier ou non. Les femmes autochtones se sont contentées de marmonner qu'il s'agissait d'une merveilleuse opportunité. À la suite de cet arrangement, Safia a été courtisée sans que les détails ne soient expliqués. Officiellement, le Maroc dispose de lois qui découragent fortement le mariage précoce et l'interdisent même dans certains cas. Mais les pratiques locales trouvent parfois des échappatoires. La famille peut falsifier un acte de naissance, ce qui donne à Safia 2 ou 3 ans de plus. Il est également possible de faire appel à des fonctionnaires corrompus pour obtenir tous les documents nécessaires. Rachid Belhadi, grâce à son argent et à ses relations, a facilement réglé les formalités administratives. Le cadi local, un juge religieux, a organisé une cérémonie modeste, sans entrer dans les détails. Selon une version, le père de Safia aurait reçu une importante récompense, ou une promesse de patronage, de la part de la famille du marié. Safia elle-même n'a pas compris pourquoi on l'a habillée d'une belle robe et obligée à s'asseoir d'un air sérieux pendant qu'on lui lisait des sourates du Coran. À la fin de cette cérémonie, on a annoncé qu'elle était déjà la fiancée de Rachid. Elle avait provisoirement 14 ans. Les détails exacts varient. Quelques mois après le mariage, ou en fait la transaction, Safia a été emmenée dans l'un des quartiers prestigieux de Casablanca. La maison de Rachid était spacieuse, avec une haute clôture et une cour. Sa mère, Madame Fatma Belhadi, et 2 bonnes s'occupaient du ménage. Safia a été placée dans une pièce séparée, plutôt une chambre luxueuse avec des meubles sculptés
et des tapis décoratifs. À première vue, on pourrait croire que la vie de la jeune fille se transforme en conte de fées. Mais en fait, sa liberté était limitée aux murs de la maison. Les parents de Safia ont été informés que pendant que leur fille s'habituait, ils ne devaient pas venir à l'improviste afin de ne pas perturber l'harmonie dans la nouvelle maison. Il n'y a pratiquement pas eu de conversation téléphonique. Sa mère a pris contact avec elle 2 fois par mois pour lui demander comment les choses se passaient. Et elle a invariablement reçu la réponse suivante: « Tout va bien, ne t'inquiète pas. »« Tout va bien, ne vous inquiétez pas. » Safia s'est d'abord sentie désorientée. Elle n'a que 14 ans et doit se comporter comme une femme adulte. Le soir, elle est censée s'asseoir à côté de Rachid dans le salon et le regarder, lui et ses amis, fumer le narguilé et parler affaires. Il n'était pas question d'amour, d'affection ou d'amitié. Pour Rachid, le mariage avec une jeune fille semblait n'être qu'un élément de statut. Rachid Belhadi est né au milieu des années 1990, dans une famille de la classe moyenne à Casablanca, au Maroc. Son père, Mohamed Belhadi, était fournisseur de textiles pour des magasins locaux, et sa mère, Fatma Belhadi, venait d'une famille où les hommes étaient depuis longtemps impliqués dans le commerce de l'huile d'olive. Selon les normes locales, la famille Belhadi était assez riche, bien qu'elle n'ait pas fait partie de l'élite jusqu'au début des années 2000. Dès son plus jeune âge, Rachid était ambitieux et indépendant. Cependant, il avait un caractère difficile. Beaucoup disaient qu'il avait un tempérament fougueux et un goût pour le luxe. Rachid a bien réussi à l'école, mais il n'a jamais excellé dans quoi que ce soit. Il a plutôt su se faire des amis et des connaissances. Lorsque Rachid était encore au lycée, son père a étendu son activité au-delà du tissu et s'est lancé dans de petites opérations d'exportation. Rachid aidait lui-même son père pendant les vacances et a été progressivement intégré à l'environnement commercial. Après avoir terminé l'école, Rachid s'est officiellement inscrit dans une école de commerce locale, mais il travaillait déjà dans l'entreprise familiale. Il finit par abandonner, préférant la pratique à la théorie. C'est alors que Rachid s'est imposé comme un homme capable de négocier en coulisses. Il n'hésitait pas à effectuer des transactions financières grises afin d'attirer les bons partenaires et les bons fonctionnaires dans son entreprise. Rachid a commencé son activité indépendante à la fin des années 2000 lorsqu'il a pris une participation dans l'une des sociétés d'exportation qui fournissent de l'huile d'olive et des dattes à l'Europe. Grâce à ses relations et à sa capacité à établir les bons contacts avec les autorités municipales, il a obtenu des contrats et des subventions lucratifs. Fort de ce succès, il acquiert à Casablanca la réputation d'un homme capable de monter rapidement des affaires. Cependant, des rumeurs circulaient selon lesquelles Rachid pouvait négocier par le biais de pots de vin et de divers canaux non officiels. Certains journaux locaux ont même laissé entendre que l'entreprise de Belhadi réussissait grâce à des prix gonflés et à une comptabilité frauduleuse. Mais rien n'a été officiellement prouvé. Au fil du temps, l'entreprise de Rachid Belhadi a élargi ses horizons. À l'approvisionnement en huile d'olive s'est ajoutée l'importation d'appareils électroménagers en provenance d'Europe. Selon certains témoignages, au début des années 2000, il se rendait régulièrement à Marseille, où il passait des accords avec des grossistes. Parallèlement, il noue des contacts avec des membres de la diaspora marocaine sur place, qui peuvent l'aider à légaliser une partie de ses revenus. Ses profits augmentent et Rachid est connu dans certains cercles de Casablanca comme un entrepreneur énergique, prêt à faire des cadeaux à des personnes influentes. C'est sa capacité à résoudre les affaires rapidement et efficacement qui a attiré l'attention des fonctionnaires, des partenaires commerciaux et des représentants des forces de l'ordre. On dit qu'il avait les contacts de personnes haut placées dans son téléphone, de sorte que tous les problèmes, qu'il s'agisse de difficultés douanières ou de contrôle de police, pouvaient être résolus en quelques appels. Parallèlement, son mode de vie a également été décrit. Voiture de luxe,
Des modèles allemands de luxe ont été mentionnés, soirées fréquentes dans des clubs coûteux où il pouvait tirer des feux d'artifice et commandes de boissons les plus chères. Tout cela démontre non seulement son statut, mais contribue également à renforcer l'image d'un entrepreneur fort et respectable. À l'âge de 30 ans, Rachid Belhadi n'est toujours pas marié, ce qui fait jaser dans les milieux traditionnels. La famille de Rachid Belhadi souhaitait qu'il s'installe et trouve une femme. Cependant, on dit que Rachid lui-même n'était pas pressé de se marier, préférant les amours éphémères et profitant de sa liberté. La situation a changé lorsque la mère de Rachid, Madame Fatma, a insisté sur le fait qu'il était temps pour lui de trouver une femme obéissante, qui ne poserait pas de questions et lui offrirait une vie familiale parfaite. Pour Rachid lui-même, cependant, le mariage n'était pas tant une question d'amour qu'un indicateur de statut et un autre investissement dans des relations avec des familles puissantes ou commodes. Aussi, lorsqu'il a appris qu'une certaine famille de la banlieue souhaitait organiser un mariage lucratif pour sa fille, Rachid s'est montré intéressé. Il a probablement été attiré par le fait que la famille de la jeune fille aurait eu des relations avec des fournisseurs de fruits sur les marchés locaux, il y a peut-être vu une occasion de développer leur activité, ou il a simplement aimé l'idée d'épouser une très jeune fille qui serait facile à manipuler. D'après les descriptions de ses proches, Rachid était une combinaison de deux visages. D'une part, il pouvait être courtois, poli, généreux. Dans les négociations, il se comportait comme un modèle de bonne manière, disposant facilement de ses interlocuteurs. D'autre part, il avait un tempérament irascible et autoritaire qui se manifestait dans ses relations avec ses subordonnés et plus tard avec Safia. Il se considérait comme un roi dans sa maison, ne tolérait pas les objections et la moindre manifestation de manque de respect à son égard. Par respect, Rachid entendait une obéissance absolue. Si quelqu'un, surtout une femme, faisait le moindre pas de côté, il démontrait brutalement qu'il était le maître. Dans les milieux d'affaires, on disait que Rachid pouvait être rusé et vindicatif. Quiconque l'offensait ou lui désobéissait figurait à jamais sur sa liste noire. L'homme n'hésitait pas à rappeler son influence et son argent, prouvant qu'il pouvait éliminer tout obstacle sur son chemin. Après son mariage avec Safia, Rachid a continué à mener une vie professionnelle active, se rendant à des réunions et à des fêtes. La jeune fille logeait dans une grande maison où la principale condition était de rester discrète et de se comporter de manière soumise. On sait que Rachid rentrait chez lui le matin, souvent ivre, et organisait une épreuve de force si quelque chose ne répondait pas à ses attentes. La mère de Rachid, Madame Fatma, soutenait son fils en toutes choses. Selon elle, Safia était une fille du village qui devait obéir et ne pas avoir ses propres désirs. Lorsque des conflits surgissaient dans la maison, Rachid pouvait crier sur sa femme ou l'humilier, l'accusant de ne pas savoir être une maîtresse, d'être trop stupide et de ne pas être prête pour une position élevée dans la société. Selon le témoignage d'une femme de ménage travaillant dans la maison de la rue Bab Saad, quelques semaines après l'installation de Safia dans le manoir de Rachid, des signes inquiétants ont commencé à apparaître. La jeune fille, essentiellement une enfant, vivait dans un environnement où chaque mot et chaque mouvement étaient régis par des ordres. Les premiers incidents sont discrets, cris aigus, commentaires humiliants, pression constante. Rachid, homme au caractère difficile, considérait sa femme comme une partie de sa propriété. Comme le rappellent les employés de la maison, il était obsédé par le contrôle. Safia ne pouvait pas sortir dans la cour sans permission. Elle ne pouvait pas parler à ses proches à moins d'être sur haut-parleur, et seulement si Rachid lui-même était présent. Il lui demandait des comptes sur tout. Combien de minutes elle passait à lire le Coran? Pourquoi elle restait silencieuse au dîner ou elle regardait lorsqu'elle lui parlait? Au début, l'agression était verbale, mais au bout de quelques mois, les punitions physiques ont commencé à apparaître. Il pouvait saisir le bras de Safia, lui serrer l'épaule avec force
ou la pousser au sol pour désobéissance. Selon Leila, l'une des servantes, Rachid a un jour versé de l'eau chaude sur une tasse de thé et, mécontent de sa température, a écrasé le plat contre le mur à côté de la jeune fille. C'était comme une démonstration de force, a déclaré Leila. Il n'est pas nécessaire de frapper pour faire peur. Il s'est approprié l'atmosphère de peur. Un an plus tard, le comportement de Rachid a dépassé les bornes. Il a commencé à enfermer Safia dans sa chambre après des disputes, bloquant les portes. À plusieurs reprises, selon les travailleurs, Safia s'est cachée dans la salle de bain et a pleuré pendant des heures. Après de tels épisodes, elle ne parlait pas pendant des jours. Elle portait des manches longues, même à la maison, et des bleus apparaissaient souvent sous ses yeux. Un jour, Leila a osé demander « Tu vas bien ?» Safia a répondu tranquillement « Je ne devrais pas me plaindre, c'est le destin. » Rachid ne s'est pas contenté de supprimer la volonté de sa femme, il a cherché à la contrôler totalement. Des témoins ont déclaré qu'il exigeait souvent de Safia qu'elle accomplisse des rites de soumission. Se lever lorsqu'il apparaissait, lui baiser la main avant le dîner, s'adresser à lui exclusivement à la troisième personne. Le témoignage des servantes est particulièrement troublant. Rachid pouvait forcer Safia à assister à des conversations avec d'autres hommes et à agir comme si elle était fière de lui, appartenir. C'était humiliant, mais dans une société où une femme est considérée comme une figure indirecte du statut social de son mari, ces protestations n'ont pas été entendues. Selon des témoignages anecdotiques, Rachid est allé au-delà du contrôle moral et physique. Il organisait des réceptions pour ses partenaires, au cours desquelles, selon une ancienne employée, d'autres femmes étaient amenées, des filles pauvres de province, dont certaines avaient l'air effrayées et déprimées. Il est possible qu'elles aient également été victimes de pression et de coercition. Au moins 2 d'entre elles ont disparu par la suite. Les appels et les lettres sont restés sans réponse et les adresses n'étaient pas disponibles. Les archives de la police font état d'un appel du domicile de Rachid datant de l'automne 2022. Selon la version du médecin arrivé sur les lieux, Safia présentait un hématome sévère à l'arrière de la tête et des traces de coups dans le dos. Officiellement, il est fait état d'une chute dans les escaliers. Rachid lui-même a insisté pour que l'ambulance l'emmène dans une clinique privée où un ami de la famille était connu pour travailler. Le diagnostic a été répété « chute malencontreuse ». Cependant, lors d'une conversation privée, l'un des médecins a admis aux journalistes d'investigation que les blessures ne correspondaient manifestement pas au mécanisme d'une chute normale. La jeune fille n'osait rien dire, mais son corps parlait pour elle. Après des années d'abus et d'humiliation, un tournant s'est produit. Le quotidien de Safia ressemblait à celui d'une prisonnière. Elle n'avait pas le droit de quitter les lieux sans l'autorisation écrite de son mari. Le téléphone était constamment surveillé. Même les conversations main libre avec sa mère étaient surveillées par un garde. En public, Rachid continuait à présenter Safia comme une épouse tranquille et pieuse. Mais à la maison, il la traitait comme une servante, voire pire. Selon l'ancienne gouvernante, dans les mois qui ont précédé la tragédie, Rachid est devenu particulièrement violent. Il a commencé à rentrer à la maison dans un état d'irritabilité extrême, surtout après des voyages d'affaires infructueux. Les conversations avec Safia étaient quasiment inexistantes, uniquement des ordres, des cris, des menaces. Au moindre faux pas, il la frappait, d'abord au visage, puis à l'aide d'une ceinture et enfin avec ses poings. L'un des épisodes les plus effrayants s'est produit en décembre 2023. Selon la même femme de ménage, Rachid aurait amené 2 de ses partenaires commerciaux du sud du pays à la maison. Malgré ses protestations, Safia a été contrainte de les servir. Après le dîner, elle aurait été forcée de rester dans la chambre avec eux, sous la menace d'une nouvelle correction. Au matin, elle avait une éraflure sur la pommette, une coupure sur le bras et n'est pas sortie du lit pendant 2 jours. Lorsque la femme de chambre a tenté d'appeler un médecin,
Rachid le lui a interdit en lui disant « Si vous dites un mot, je ne vous laisserai pas tomber. Si vous dites un mot, je vous fermerai la bouche pour toujours. Partez gentiment. » La femme s'est ensuite enfuie, laissant ses affaires derrière elle, et a contacté un avocat indépendant d'un autre pays, confirmant la violence systématique. Cependant, en raison de l'absence d'enregistrement vidéo, de documents officiels et surtout de la peur des autres témoins, ses propos sont restés dans l'ombre. La version officielle, consignée dans un rapport de police daté du 17 février 2024, est la suivante. Le corps de l'épouse de M. Rachid Belhadi a été retrouvé dans la salle de bain d'un domicile privé à la rue Sharif Abdallah à Casablanca. Cependant, les premiers agents arrivés sur les lieux, selon un rapport interne, ont immédiatement soupçonné qu'il ne s'agissait ni d'un accident ni d'un suicide. Le corps de Safia a été retrouvé dans un état que les enquêteurs décriront plus tard comme indiquant une haine évidente et une cruauté délibérée. La femme était allongée sur le sol en marbre, partiellement recouverte d'une serviette. Elle présentait de multiples coupures sur le corps et des entailles profondes sur la poitrine, les bras et l'abdomen. Certaines des blessures, comme l'établira l'expert médico-légal, ont été infligées après le début de la mort, ce qui, selon les psychologues, indique une perte de contrôle ou un désir de punir même un corps mort. On a appris par la suite que Safia avait été tuée avec un couteau de cuisine que Rachid conservait dans son bureau et qu'il considérait, selon les femmes de ménage, comme une arme personnelle. Le manche du couteau portait les empreintes digitales d'une seule personne, Rachid Belhadi. Il n'y avait aucun signe de lutte. Les experts ont supposé que la victime avait été assommée ou qu'elle était incapable de résister en raison du choc et des coups qu'elle avait reçus auparavant. Les ambulanciers, appelés 1 heure seulement après l'incident, ont été choqués par l'ampleur de la violence. Un ambulancier qui a souhaité garder l'anonymat a déclaré « Nous avons vu beaucoup de choses, nous avons vu beaucoup de choses. » Mais l'état dans lequel se trouvait cette fille, ce n'était pas seulement un meurtre, il s'agissait d'une destruction ostentatoire, c'était comme s'il voulait l'effacer. Les fragments du corps de Safia étaient tellement abîmés que sa mère, qui a identifié le corps 2 jours plus tard, n'a pu retenir ses larmes, même en présence de la police. Elle s'est contentée de dire « Ce n'était pas un homme qui aimait. C'est un homme qui a brisé ma fille et qui l'a ensuite déchirée. » Un examen pathologique devait ultérieurement faire état de plus de 20 coups de couteau, dont 4 au niveau du cou. Les experts médico-légaux décriront la nature du meurtre comme étant extrêmement agressive et ajouteront « Il ne s'agit pas d'un meurtre spontané. Il ne s'agit pas d'un meurtre spontané. Il s'agit d'un acte de démonstration de puissance et d'une volonté d'effacer l'identité de la victime. » Une des blessures a été infligée après la mort, avec un coup de scalpel sur la joue gauche, comme si le tueur essayait de redessiner le visage. Selon les criminologues, de tels actes sont souvent commis par des hommes qui veulent punir une femme non seulement physiquement, mais aussi symboliquement, pour sa désobéissance, ses tentatives de départ, sa résistance silencieuse. Rachid Belhadi, détenu quelques heures après l'arrivée des enquêteurs, a d'abord nié sa culpabilité. Il a affirmé avoir trouvé sa femme couverte de sang et ne pas savoir ce qui s'était passé. Cependant, l'examen médico-légal du sang sous ses ongles, des marques sur les manches de ses vêtements et des images d'une caméra de vidéosurveillance interne située dans le couloir de la villa, qui le montre entrant dans la salle de bain avec un couteau, ont réfuté sa version. Le procès de Rachid Belhadi s'est ouvert fin avril 2024, 2 mois après la découverte du corps de Safia. Malgré les détails choquants, l'affaire n'a pas été très médiatisée. Il n'y a pas eu d'articles en première page dans les principaux médias du pays, ni de reportages télévisés, ni de déclarations du bureau du procureur. Tout s'est déroulé en mode semi-fermé, sous la rubrique « Contrôle judiciaire d'une sensibilité particulière ».
Selon des sources de l'initiative locale de défense des droits de l'homme Adala, cette situation était prévisible. Rachid Belhadi, un homme d'affaires ayant de nombreuses relations à l'hôtel de ville de Casablanca, au bureau des impôts, au service des migrations et même parmi les députés, a longtemps été considéré comme un homme à ne pas toucher. Malgré des preuves irréfutables, images vidéo, empreintes digitales, examen du corps, témoignages des employés de la villa, l'affaire n'a pas été portée devant la Cour suprême. Elle a été entendue par le juge de district Khalid Tahiri, autrefois connu pour allier humanité et respect de la procédure. Les sessions se sont déroulées rapidement, en 3 semaines seulement. Début mai 2024, Rachid Belhadi est reconnu coupable de meurtre, avec une cruauté particulière commis dans le cadre de violences domestiques. Il est condamné à une peine de 20 ans de prison, avec possibilité de révision au bout de 12 ans. Ce jugement a choqué les avocats impliqués dans le procès. Compte tenu de l'ampleur des violences, les experts s'attendaient à une condamnation à perpétuité. L'avocate de la victime, Latifa Zouhiri, s'est exprimée publiquement. Ce n'est pas la justice, c'est une tentative de classer l'affaire sans faire de scandale. Quelques jours après le verdict, Rachid Belhadi a été transféré à la prison d'El House, située dans une enceinte fermée réservée aux prisonniers inhabituels, fonctionnaires, juges, hommes d'affaires. Il y a bénéficié d'une cellule séparée, a eu accès à des téléphones portables et, selon les gardiens, s'est comporté comme un homme confiant dans le fait qu'il reviendrait tôt ou tard. C'est tout pour l'instant, mes amis. Écrivez votre opinion dans les commentaires, chaque pensée compte. Donnez-nous un like si vous pensez que ce genre de sujet devrait être abordé plus souvent. Le silence tue, et la vérité, même amère, donne une chance au changement.